RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique sur France 24. Voilà, bonsoir Frédéric Rivière. Nous recevons cette semaine Hubert Védrine. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis 2003, vous présidez l'Institut François Mitterrand. Il aurait eu 100 ans demain. Vous avez passé 14 ans à l'Élysée, d'abord comme conseiller diplomatique, puis comme porte-parole, puis secrétaire général. Vous avez été aussi après dans d'autres gouvernements ministres des Affaires étrangères. Dans un livre, Les mondes de François Mitterrand à l'Élysée de 81 à 95, chez Fayard, vous racontez ces années Mitterrand, mais surtout à travers le prisme de la politique étrangère. Un livre qui n'est pas nouveau, mais dont la préface a été réactualisée. Autre actualité, Mitterrand, si je puis dire, c'est la publication chez Gallimard, Les Lettres d'amour et Lettres à Anne, le journal pour Anne, 2 livres. Des lettres donc de Mitterrand et son journal, donc à Anne Pinjot, la mère de Mazarine. On va bien sûr consacrer donc cette première partie à François Mitterrand, l'homme, le romanesque, le politique, le prince florentin. Et bien sûr, nous parlerons avec vous de politique étrangère puisque vous êtes l'une des plus fines lames en la matière. Alors vous l'écrivez, Hubert Védrine, François Mitterrand a imprégné votre vie, elle a nourri vos pensées. Donc on va en parler. Frédéric Rivière, à vous l'honneur. Et dans ce recueil de lettres qui a été publié il y a quelques jours, donc Lettres à Anne Pinjot, on découvre de très belles choses, des déclarations d'amour tout en nuances, tout en délicatesse, parfois aussi un peu plus volcaniques, franchement charnelles. Est-ce que ces lettres vous ont appris des choses sur François Mitterrand? Est-ce que vous l'avez découvert sous un nouveau jour en lisant ces lettres? Vous savez, il y a 2 choses dans les livres que Anne Pinjot a décidé de publier avec l'accord des enfants. C'est les lettres en question et il y a un journal. Alors sur les lettres, moi j'ai entendu beaucoup de réactions tout à fait diverses. Il y a des gens qui sont un peu gênés par le principe même de rendre public des lettres aussi intimes, tout en les trouvant magnifiques. En gros, c'est le dernier grand homme d'État sachant écrire, et pas simplement des grands discours, mais aussi des lettres. Et puis il y a un journal qui était une chose tout à fait extraordinaire, qui est un journal qu'il a fait. Moi, je découvre ça comme avec tout le monde. Des collages. Oui, c'est ça, c'est un journal. Il mélange l'amour, la politique. Il raconte ce qu'il a fait tel jour dans la Nièvre, mais il raconte également ce qu'ils ont fait ensemble un autre jour, en allant au cinéma ou en se promenant au Luxembourg. Et puis il colle les tickets de cinéma, les billets d'entrée, le menu du restaurant. C'est absolument fascinant, cet objet. Et c'est assez inspiré par des collages ou des peintres des années 20 et 30, de la jeunesse de François Mitterrand. Mais sur les lettres, vous avez appris des choses? Non, j'ai pas lu les lettres encore. Aucune? J'ai regardé un peu le journal, mais comme je suis en train de préparer le centenaire de François Mitterrand qui a lieu demain et qu'il y a énormément de choses à organiser, et puis il y a des colloques, et puis une exposition, il y a une librairie, il y a plein de sujets. J'ai pas encore lu, je lirai après. Mais j'entends les réactions de gens. Certains disent, donc, je suis un peu gêné, c'est pas évident, et en même temps... Oui, une forme d'indécence, d'impudeur. Je n'irai pas jusque-là, mais bon, certaines personnes sont gênées. Mais j'entends beaucoup plus de réactions qui disent que ça a bouleversé ma vision du personnage, qui est encore plus immense, complexe, divers que ce que je pensais. C'est une écriture magnifique, c'est un individu dont on n'arrivera jamais à faire le tour. Donc je connais des gens qui ont passé leur vie à critiquer Mitterrand sur le plan politique et qui sont bouleversés par ça. Mais pour poursuivre la question... Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Pour poursuivre on en est à 300 ou 400 livres sur Mitterrand quand même. Oui, mais alors... Il y a une fascination qui s'exerce toujours, en positif ou en négatif. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues, mais c'est encore tout un pan de cet homme qui apparaît. Justement... Je crois que ça va changer le regard de beaucoup de gens, en fait. Oui, et d'ailleurs, le livre est peut-être fait pour ça, dans le fond. C'est peut-être un testament un peu littéraire, mais pour revenir... c'est pas un testament, puisqu'il écrit tout du... Enfin, un testament, de toute façon, de découvrir l'homme, qui est quand même ce que vous découvrez. Alors, est-ce que vous le découvrez, vous qui avez travaillé avec lui? C'est aucun rapport d'avoir travaillé avec lui, même justement, laissez-moi finir ma question. Très ami à l'origine, bon. Mais est-ce que ce romantisme échevelé, parce qu'on découvre un François Mitterrand... Échevelé, non, parce que c'est une écriture très... Alors, je connais son écriture et il y a des biographes qui avaient déjà publié d'autres lettres correspondant à d'autres périodes de sa vie. C'est une écriture très dense, c'est pas... non, bien sûr, mais c'est magnifique. Mais donc, ce romantisme, on va dire... C'est un grand écrivain, en plus. Oui,
tout à fait. Oui. Dans le fond, même s'il a fait 2 mandats, la politique n'était qu'une facette de sa vie. Quand il écrit à Anne Pinjot, « T'aimer en soi est une œuvre passionnante ». Oui, ça montre que cet homme qui a incarné le pouvoir, qui était un homme politique important pendant 50 ans, Oui. qui était le président de toutes les républiques, qui a fait le mandat le plus long, 2 fois 7 ans. Qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Ouais. Sans précédent, dans les 5 républiques. Yeah. Bon, cet homme-là qu'on assimile à la politique, et puis il a une sorte de magicien de la politique. On voit bien l'ascendant qu'il exerçait ou la fascination sur des dirigeants de gauche ou de droite, et même ceux qui l'ont Pourquoi cette fascination? Vous vous souvenez de cette petite phrase dans Les Tontons Flingueurs, Claude Rich, qui dit « Je ne séduis pas, j'envoûte ». Est-ce qu'il y avait un envoûtement Mitterrand? Vous parlez de fascination, vous l'avez dit plusieurs fois. Vous en avez été victime, entre guillemets, de cette fascination, de cet envoûtement Mitterrand? Le terme victime est impropre. Oui, bien sûr. Tout le monde l'a constaté. Je dis ça avec un sourire, entre guillemets. Parler de charisme, plutôt. On peut être victime d'un envoûtement. Et encore maintenant, quand je voyage, je rencontre des dirigeants qui ont une façon de parler de Mitterrand comme si c'était un élément qui avait bouleversé leur vie. Quand je vois Gorbatchev, régulièrement, il me parle de Mitterrand, mais c'est incroyable. J'ai continué à voir Kohl assez longtemps après la fin du mandat de Kohl. C'est extraordinaire la façon dont il en parlait. Alors qu'il a failli lâcher Gorbatchev quand même, avec Yanaïev. Alors là, je vous renvoie, on n'a pas le temps, mais je vous renvoie aux historiens justement. Mais est-ce que ça n'est pas aussi... Les historiens ont liquidé à peu près toutes les controverses, même si on a des nouvelles, notamment sur les choix européens, mais ça c'est tout à fait inexact. Ce prestige, Hubert Védrine. Oui, bon, puis récemment, j'ai été invité par le président tchèque parce qu'il y avait un buste Mitterrand qui voulait inaugurer en souvenir du petit déjeuner où il y avait Havel. Il y a un colloque Mitterrand à Moscou, il y a une place Mitterrand à Varsovie, il y a un lycée Mitterrand à Brasilia. Enfin, il y a plein de choses qui sont restées très, très puissantes. Il y a aussi des gens très, très hostiles. Il y a eu, au début de l'année, sur une autre chaîne, une sorte de documentaire qui rassemblait toutes les attaques, toutes les choses les plus haineuses, un mensonge par phrase. Bon. Donc il y a des gens qui sont encore motivés par ça. Ce qui survit à tous, c'est la fascination. Ouais, mais je n'ai pas de réponse simple à votre question. Ce prestige, Hubert Védrine, ce prestige de François Mitterrand, est-ce qu'il ne tient pas à un effet de contraste avec ceux qui l'ont suivi? Non. Non, parce que c'était déjà, parce que c'était déjà vrai. Notamment Nicolas Sarkozy et François Hollande ont quand même assez largement désacralisé la fonction. Oui, mais de toute façon, vous ne m'entraînerez pas sur le terrain des comparaisons, parce qu'on ne peut pas comparer. Pourquoi? Parce que tout est différent. Il y a un basculement dans le siècle déjà. L'état de l'Europe, l'état de la France, l'état de la politique, l'état de la communication, le rythme de la communication. Et ça a une incidence sur la fonction? Oui, le raccourcissement, passer de 7 ans à 5 ans. Ouais. Quand vous avez un mandat de 7 ans, tous les parlementaires savent que peut-être ils vont disparaître dans 5 ans. Le président, non. De toute façon, il est automatiquement au-dessus. Alors, si en plus il a une personnalité énorme, il est encore plus au-dessus. Donc, les comparaisons, est-ce qu'on va comparer De Gaulle et Sarkozy? Ça n'a pas de sens, tout ça, vous voyez. Non, mais par exemple... Donc, il faut juger chacun dans son époque. Non, mais... Et il ne faut pas trop s'éloigner de Mitterrand, parce que ce qui est frappant, c'est qu'il reste une source d'inspiration. Il y a des morceaux de Mitterrand qui sont des sources d'inspiration. Oui, mais est-ce qu'on pourrait dire que François Mitterrand, qui a été forgé à la bourgeoisie de province, pétri de culture, d'art, de lettres, François Hollande, lui, c'est la com. Et est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment les comparer quand en 81, François Mitterrand arrive au pouvoir après bien des décennies pour la gauche de désert politique, on se dit, est-ce que François Mitterrand va être à la hauteur? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est posé la même question en 2012 sur François Hollande et on se la pose toujours. Pourquoi vous revenez à aujourd'hui alors qu'on est censé parler de François Mitterrand? Encore une fois, est-ce que vous comparez... C'est lui qui a ramené la gauche au pouvoir, notamment. Donc c'est intéressant de savoir comment agissent ses successeurs. Jospin a gouverné pendant la cohabitation. J'étais dans son gouvernement. Donc on pourrait également comparer à ça. Est-ce que vous comparez Sarkozy ou Chirac avec le général de Gaulle? Ça nous mène pas très loin. Il faut comparer les gens dans leur époque. Donc regardez les gens... Donc vous êtes d'accord, c'est 2 hommes qui ne sont pas du même siècle, forcément. C'est pas une question de guerre. Oui, c'est ça. C'est pas une question de numérotation des siècles, c'est une question de contexte. Oui, c'est ce que j'entendais par là, bien sûr. Donc on peut pas, il faut comparer les dirigeants actuels entre eux. Alors on va faire une autre comparaison. Si je sais que vous voulez pas qu'on vous entraîne sur ce terrain-là, on va faire une comparaison en revanche économique. C'est-à-dire par exemple le tournant de la rigueur de 83. François Mitterrand ne l'avoue pas, ce tournant de la rigueur. François Hollande, quand il fait son tournant libéral, au bout de 2 ans de quinquennat, il ne l'assume pas. Est-ce que là, vous pourriez dire qu'effectivement, il y a soit des références, soit des rapprochements. Chacun a voulu couper avec le marxisme et l'un l'a pas avoué, l'autre l'a pas assumé. Là aussi, c'est des comparaisons tirées par les cheveux, en fait.
Mais ce qu'on peut avoir en tête, c'est que quand la gauche est au pouvoir, en France ou ailleurs, mais un peu plus en France qu'ailleurs, on retrouve toujours, quelles que soient les époques, vous avez raison, la même opposition entre une partie de la gauche qui veut s'adapter au monde réel, qui est une économie globale de marché, plus ou moins régulée, pas assez, à mon avis, et ceux qui veulent refuser absolument ça, et qui veulent continuer une ligne de gauche classique qui est fondée sur la redistribution. Sur classique, pas archaïque. Un milieu archaïque, mais enfin... non, mais voilà, c'était bon. pour vous l'entendre dire. Mais classique est devenu archaïque parce que, comme il y a cette évolution du monde, qu'à peu près tous les pays développés ont fait des réformes, y compris sous la conduite des sociodémocrates, à peu près partout, même en dehors de la zone euro, donc il se crée un décalage. Donc la gauche a plus de difficultés dans l'exercice du pouvoir parce qu'une partie des gens de gauche au départ, et c'est leur noblesse de démarche, ils refusent le monde tel qu'il est parce qu'ils le trouvent injuste. Donc ils veulent le corriger, donc ils ont toujours un problème philosophique avant d'être politique en disant si je m'adapte trop, je perds ma raison d'être. Et on retrouve ça dans tous les gouvernements de gauche, quels qu'ils soient, à tous les moments. Et quand vous avez une orientation clairement en compte, comme par exemple quand Schröder fait les réformes qu'à mon avis on aurait dû faire aussi en France, il faudra les faire un jour ou l'autre, à ce moment-là vous avez une partie... On les a pas amorcés ? Une partie de la gauche qui se détache. Et en Allemagne ça donne Die Linke. Et en France, donc, les frondeurs. Tous les... Voilà, par exemple. Encore, Mélenchon. Un petit peu de réforme, pas beaucoup, enfin il n'y en a pas eu zéro. Bon. Donc c'est compliqué, c'est plus compliqué pour les gens de gauche de gouverner, surtout dans des époques où les sociétés sont devenues ingouvernables, encore moins réformables. C'est un peu plus compliqué que des gens qui ne voudraient pas changer. Là, il y a un point de comparaison, mais après comparer 83, le programme commun, l'union de la gauche, il n'y a même pas encore même pas la monnaie unique. Non, je parle de 83. Oui. Comparé à des choses qui se passent en 2012 et après, encore une fois, c'est pas... la comparaison ne mène pas très loin. Qu'est-ce que vous mettriez à l'actif? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier si je vous demande ce que vous mettez à l'actif de François Mitterrand? Mais on ne peut pas résumer, encore une fois, c'est 50 ans de vie politique, non, 14 ans de présidence. Voilà, sur ces 14 ans de présidence. Non, mais justement, c'est la durée. C'est qu'avant Mitterrand, l'idée que la gauche arrive au pouvoir n'est pas évidente. Il n'y a pas eu d'alternance avant lui. Une réponse, la durée. Avant qu'il ait eu l'audace d'imaginer cette stratégie incroyable du nom de la gauche, quand le Parti communiste le plus stalinien d'Europe avait plus de 20% des voix et qu'il invente une stratégie pour faire une alliance dont il sera vainqueur. C'est inimaginable quand on y repense. Donc il a complètement pulvérisé le fait que la gauche arrivait au pouvoir par accident, pour pas longtemps, repartait après avoir tout raté. Ça, c'est extraordinaire comme acquis. C'est d'ailleurs pour ça que la Ve République a été consolidée après. Parce que tant que c'était que le général de Gaulle et ses successeurs, on pouvait se dire, le jour où la gauche arrive, ils vont tout mettre par terre. Bon, non, il y a une partie de continuité puis une partie de changement. Alors j'ai une question un peu perfide. Qu'est-ce que François Hollande... C'est le cas depuis le début, non? Je n'avais pas l'impression, mais on y va en douceur. Qu'est-ce que François Hollande pourrait envier à François Mitterrand? Écoutez, le mieux, c'est que vous écoutiez ce qu'il va dire demain. Puisqu'il va conclure la journée que nous consacrons à François Mitterrand, à ce centenaire, sous la pyramide du Louvre. Ouais. Mais je pensais que vous alliez me répondre la durée à nouveau. Non, mais qu'est-ce que vous me demandez de dire ce que va dire Hollande? J'en sais rien. Non, c'est pas ça la question. Ce qu'il pourrait envier, ce que François Hollande pourrait envier à François Mitterrand. Je pensais que vous alliez me dire à nouveau peut-être la durée au pouvoir. Vous êtes retors. En revanche... il a dit que sa question était retorse. Oui, mais Moi, je vous réponds avec simplicité et franchise. Donc, je vous conseille d'écouter ou de lire ce que François Hollande va dire demain en conclusion de cette journée. Alors, chaque président, les rois, bien avant, avaient leur chroniqueur. Vous vous souvenez très bien. Et Mitterrand a relu d'ailleurs dans sa longue présidence les biographies de tous les rois. Ouais. Il avait organisé magnifiquement le bicentenaire de la Révolution, 89, mais il a été assisté au millénaire capétien. D'accord. Ouais. Donc il avait un sens exceptionnel de l'histoire, avec cette liberté qui était la sienne, venue d'une culture de droite, ayant été vers la gauche. Donc je crois qu'à un moment donné, il était devenu un élément de l'identité de la France, en fait. Oui, il fusionnait avec la France. Et à un moment ou un autre, il y a eu des gens pour lui, très contre lui, bien sûr, mais à un moment ou un autre, tous les Français se sont reconnus en lui à un moment ou un autre. Alors, Mitterrand donc, avait ses chroniqueurs, on se souvient de Pierre Favier, Michel Martin-Roland et les 4 tomes de la décennie Mitterrand. Et dans ses livres, il y avait des confidences de Mitterrand. Maigneray est un con, il n'est pas borné, c'est une borne, et Debré, c'est un crétin. Voilà. Donc aujourd'hui, on
on reproche à François Hollande d'avoir fait ses confidences à 2 journalistes du Monde, Davet et l'Homme, sur les juges, sur un tel ceci, sur sa vie privée, etc. Mais on oublie que François Mitterrand, alors c'est vrai, il l'avait fait après, mais est-ce qu'on peut lui faire est-ce que c'est un bon ou un mauvais procès qui est fait aujourd'hui à François Hollande, qui est lâché dans le fond par ses derniers partisans? Je ne suis pas venu pour commenter ça. Hein. Mais vous pouvez, oui, non, mais on va parler de politique. Non, mais vous n'avez pas un mot à dire sur ce bouquin, tout le monde en parle. Attendez, ça peut flinguer ça flingue sa fin de quinquennat, Hubert Védrine, vous ne pouvez pas le nier. Ouais. Tous ces derniers partisans l'ont lâché. C'est votre point de vue, oui. Non, c'est la vérité. Non, mais on n'est pas venu, je ne suis pas là pour parler de cette période du quinquennat de Hollande. Non, mais ça veut dire que vous considérez que ce livre n'est pas digne d'intérêt. Non, je ne l'ai pas encore lu. Oui, mais parce que vous ne le considérez pas digne d'intérêt. Non, c'est que j'avais autre chose à lire avant. Je m'occupe du centenaire qui a lieu demain. Ouais. Il y a eu 1000 choses à organiser. J'ai 30 ou 40 livres en retard de littérature, d'histoire, de biographie, de géopolitique, etc. Je lirai à un moment donné. Mais mon réflexe n'est pas de lire en priorité les livres. Vous nous avez parlé de la fascination de François Mitterrand. On va, alors si vous voulez rajouter dans le fond, puisqu'on va clore cette première partie, on va parler de politique. Mais oui, ça passe vite. Vous savez qu'il y avait 1000 choses à dire sur Mitterrand. Mais allez-y. Alors vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche, Hubert Védrine. Alors posez-vous les questions qu'on ne vous a pas posées. Alors quelles sont les questions qu'on aurait dû vous poser et auxquelles vous auriez dû répondre? Il reste du temps après. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que sous Mitterrand, on passe de la fin de la guerre froide, le monde bipolaire, et on bascule. Alors est-ce que ça a été bien géré ou pas? C'est une des questions depuis 25 ans, dans le monde global. Oui. Et on est toujours dans les convulsions du monde global. Donc est-ce que Mitterrand, Gorbatchev, Georges Bush père, les Anglais, Kohl, etc., est-ce qu'ils ont bien géré ce passage, alors qu'en Europe, pendant des décennies, on avait été épouvanté par cette perspective du changement de statut qu'en Europe de l'Est, et on craignait même une guerre, vous voyez. Et finalement, ça a été merveilleusement géré. Alors que la désintégration de la Yougoslavie, malheureusement, n'a pu être gérée par personne. Ni les Yougoslaves, ni les Européens, ni les Américains, etc. Donc il y a un grand moment. D'autre part, dans la période... Et on le doit à Mitterrand, le fait que ça a été merveilleusement géré? Entre autres. Géré. Entre autres, Georges Bush père, Kohl, enfin beaucoup de gens, Gorbatchev, qui est un personnage énorme, sous-estimé, détesté par les Russes, parce qu'il l'assimile à la fin de l'URSS. D'autre part, dans la période, je crois, très intéressante, il y a la guerre du Golfe, qui est la première des interventions nombreuses de l'Occident depuis 25 ans, et c'est la moins contestable. Mais il n'hésite pas, justement, on en a parlé, on a évoqué, il n'hésite pas un moment, Mitterrand, quand il y a un coup d'État avec Yanaïev, et François Mitterrand est prêt à je me souviens du dessin de Plantu dans Le Monde, où François Mitterrand commence à écrire « Cher Yanaïev », et il raye, et finalement « Cher Gorbatchev », parce que finalement, le coup d'État a échoué. Peut-être que Plantu, pour une fois, était mal inspiré. Ce qui s'était passé, c'est que... comme on était inquiet sur ce point précis, comme on il y a eu était une petite hésitation là. Non, pas du tout. D'accord. On était inquiet par le fait que les putschistes puissent porter atteinte à la vie de Gorbatchev et de Yeltsin. Et on a eu plein d'appels de beaucoup de gens, dont Mme Carrère d'Ancône, dont Elotstein, beaucoup de diplomates, faites attention. Et comme les putschistes ont fait une circulaire qu'ils ont envoyée à Kohl, à Mitterrand, etc., en disant on ne portera pas atteinte à leur intégrité physique, on s'est dit, l'équipe de Kohl et l'équipe de Mitterrand, on s'est dit qu'il faut rendre ça public tout de suite. Il n'y avait aucune reconnaissance de rien. Simplement, on voulait les rendre prisonniers de leurs promesses. Et donc, François Mitterrand, parce qu'il était à Paris ce jour-là, l'a dit à la télévision. Et la chancellerie à Bonn a fait un communiqué pour dire exactement la même chose que ce qu'a dit Mitterrand. D'accord. Point. C'est tout. Donc, c'était pour les protéger. Et d'ailleurs, ça n'a jamais entamé la relation entre Mitterrand et Gorbatchev, qui a continué jusqu'à la fin. C'était une mauvaise interprétation. Y compris après, quand Gorbatchev n'était plus au pouvoir, et Mitterrand l'a invité dans les Landes, l'a invité à Latch, l'a invité à Cluny, etc. Donc c'est un exemple intéressant où on a perdu la bataille de la communication, sinon vous ne poseriez pas cette question, mais je crois que c'était infondé. D'accord. Mais vous savez, dans le livre, je cite aussi ce qui n'a pas marché, l'idée de confédération, il y a plein de choses. Puis la politique économique, on peut débattre sans fin. Je veux dire, est-ce que la gauche ne pouvait pas avoir une approche plus pragmatique et moins idéologique de 80 à 83 ? En même temps, dans la gauche d'aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent cette période et qui regrettent encore ce qu'on appelle le tournant de 83, qui est un tournant réaliste, pour qu'on ne tombe pas sous la coupe du FMI. Donc, je ne fais pas une présentation rose bonbon. Alors, le monde d'après, donc le monde global, on va en parler dans 5 minutes. On se sépare un instant et on se retrouve juste après un tour d'horizon de l'actualité. À tout de suite.